Salut à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Aujourd'hui, dans cet épisode, un sujet un peu particulier, un petit peu piquant. On se pose la question avec Samy et notre invité du jour, Quentin, le fondateur de PassePasse, si les conciergeries en 2025, ce serait pas fini. On se pose cette question parce qu'on a quand même beaucoup de retours aujourd'hui sur des propriétaires qui nous disent bah voilà, en fait moi j'ai une conciergerie et finalement j'ai toujours autant de problèmes à gérer, ça me prend 25% de commission, c'est quand même beaucoup par rapport à ma rentabilité. Et dans un contexte où le marché se tend, c'est-à-dire que les investissements sont plus chers qu'avant, coûtent plus cher, que la rentabilité elle est moins forte et qu'il faille aller la chercher plus, est-ce que ce partenariat à l'ancienne fonctionne encore? Est-ce qu'il est durable? Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un besoin de professionnalisation du secteur. Et l'objectif de cet épisode, c'est d'un peu analyser la situation actuelle et puis de voir quelles sont les solutions pour retrouver le côté gagnant-gagnant de ce partenariat, donc conciergerie propriétaire. Et pour faire le point sur ce sujet, on reçoit donc Quentin, le fondateur de PassePasse, une solution dédiée aux conciergeries. Salut Quentin. Salut à tous. Bienvenue Quentin. Merci, content de participer à ce podcast avec vous. Hâte de parler de ce sujet bouillant que vous avez préparé aujourd'hui. Ouais, on a été un petit peu incisif dans le choix de la thématique de cet épisode. On veut vraiment un épisode qui s'adresse à la fois aux propriétaires et à la fois aux conciergeries pour franchement voir comment tout ce petit monde peut travailler ensemble, parce qu'aujourd'hui en vrai on constate quand même qu'il y a des choses qui vont pas. On constate quand même qu'il y a beaucoup de conciergeries qui font pas forcément leur travail, d'autres qui le font vraiment très très bien. Et l'idée de cet épisode, c'est de faire un point global, mais surtout de mettre en avant ce qui fonctionne pour que à la fois les propriétaires se disent tiens, ça va me servir de base pour sélectionner ma conciergerie, et puis pour les conciergeries, les professionnels de la location de courte durée, se dire mais comment je peux améliorer tel point, parce que effectivement ça c'est problématique, ça ne va pas dans le sens de l'expérience client, parce que comme on va le voir, il y a soulager le propriétaire, et puis après il y a l'expérience vécue par le voyageur. C'est ça. Donc, avant que tu te présentes, Quentin, Samy voulait nous dire un petit truc par rapport au site internet. Bah oui, alors il faut pas hésiter à s'inscrire à la newsletter du coup, le Triplex. Vous retrouverez bien sûr le lien en description. Dans cette newsletter, vous retrouverez du coup une fois par semaine, on essaye de vraiment de pas vous spammer, un petit message qui du coup vous informe de l'épisode qui a été du coup publié cette semaine. Voilà, on vous présentera également du coup des solutions, etc. N'hésitez pas également à nous laisser un avis 5 étoiles de préférence et sur les plateformes de podcast pour soutenir le travail que l'on réalise tous les jours. Et n'oubliez pas également de vous inscrire à l'espace privé le Triplex. Pareil, lien en description. Vous retrouverez du coup des épisodes qui sont destinés vraiment à nos abonnés en privé, avec des présentations de solutions comme je l'ai dit tout à l'heure. On va également aller plus loin sur les chiffres clés, sur des méthodologies, sur des choses qui sont vraiment à plus haute valeur ajoutée entre guillemets, même si le podcast public bien sûr il y a valeur ajoutée, mais on va avec nos invités aller plus loin. Ouais. Sur l'espace privé, notamment, tu partages des données un petit peu plus... Voilà, des données chiffrées. On va aller voir mes chiffres en direct. Avec nos invités, on va aller vraiment sur des stratégies, par exemple, dernièrement, stratégie bancaire, par exemple. On vous fait des retours sur des solutions que l'on a testées. Donc, du coup, en toute sincérité, on vous présente voilà ce qu'on en a retenu. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à vous y abonner. Merci pour cette parenthèse, Samy. Et pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous l'épisode. Maintenant, on peut laisser les commentaires comme sur YouTube. Et nous, on se fera un plaisir d'y répondre. Bon. Maintenant, on passe directement à notre sujet sur est-ce que les conciergeries 2025, c'est terminé. Quentin, je sais que toi, tu as une vision très claire du secteur de la conciergerie. Et pour expliquer à nos auditeurs,
pourquoi tu as cette vision-là, je te propose dans un premier temps de te présenter, de nous expliquer pourquoi tu as cette vision très claire du marché de la conciergerie. Quentin, qui es-tu? Qui je suis? C'est une bonne question. Bonjour à tous les auditeurs. Je m'appelle Quentin Bessière. J'ai 24 ans et dans quelques jours 25. Je suis le fondateur de PlacePass, une solution, informatique que j'ai développée avec plusieurs associés depuis maintenant 4 ans. Cette solution, elle est dédiée aux professionnels de la location courte durée et principalement des conciergeries ou agences immobilières louant certains logements en location de courte durée. Et donc nous, notre travail, c'est d'accompagner la professionnalisation du secteur et aider ces professionnels à gérer le plus de logements possible, parce que de façon gagnante-gagnante, plus ils gèrent de logements et plus on gagne notre vie. Voilà. C'est très clair, elle est très transparent, mais cette transparence-là, elle existe aussi au niveau des conciergeries, puisqu'une conciergerie, sa promesse, vu que je pense que 90% voire plus des conciergeries fonctionnent sur le système de commission également, c'est la même promesse pour une conciergerie. Plus le propriétaire gagne d'argent, plus la conciergerie gagne d'argent. Je vous propose qu'on fasse un petit état des lieux de ce qui va pas. On va commencer par ce qui va pas dans la conciergerie aujourd'hui. Et dans cet état des lieux, on va s'appuyer aussi un peu sur les retours de Samy, qui est exploitant en location courte durée, qui a l'occasion d'échanger souvent avec d'autres propriétaires qui font face à ces problématiques de conciergerie. Samy, je te donne la parole en premier. C'est quoi, toi, aujourd'hui, ton plus gros frein? Est-ce que tu entends le plus souvent par rapport à une conciergerie? Est-ce qui fait que tu sens qu'il y a un désamour qui est en train de naître? Alors, dans un premier temps, je pense qu'il faut parler du modèle de la conciergerie et de l'engouement qu'il y a eu pour les conciergeries dans un premier temps. C'est ce qui va, il va y avoir une répercussion par rapport du coup aux propriétaires. On était il y a quelques années sur le modèle de la conciergerie, un modèle révolutionnaire qui va nous permettre de gagner beaucoup d'argent. Donc du coup, il y a eu beaucoup de conciergeries qui se sont créées à ce moment-là, qui se créent également aujourd'hui, clairement. Et donc du coup, des conciergeries qui ont été formées, peut-être pas formées assez bien aussi, parce que ils ont suivi des formations en ligne ou en présentiel, voilà, en fonction du coup des formateurs. Mais derrière, en fait, une conciergerie, c'est de la gestion, c'est beaucoup de travail également. Et il y en a qui n'ont pas forcément vu, je pense, les contraintes de la conciergerie, parce que comme dirait Maxime, tout problème, pas de business, pas de problème, c'est ça? C'est l'inverse. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de business. Voilà. Et une conciergerie gère beaucoup de problèmes. Voilà. Pour le compte de propriétaire. Donc on a eu beaucoup de conciergeries, pour ma part, qui n'étaient pas bien formées et donc du coup défaillantes. Et qui n'apportaient pas un service suffisant aux propriétaires. Pour moi, une conciergerie, c'est un partenaire privilégié pour un propriétaire. C'est le partenaire privilégié pour le propriétaire, surtout quand il est loin de sa location courte durée. On a besoin des conciergeries, clairement, mais déjà, elle doit faire gagner de l'argent à son propriétaire. Pour moi, les frais d'une conciergerie doivent être limite inexistante par rapport au gain qu'elle va faire gagner. Voilà. Et beaucoup de conciergeries aujourd'hui ne font pas de yield management, de revenu management. Ça tarde juste à faire du ménage. Et le ménage, pour moi, n'est pas forcément toujours très très bien fait. Il y a beaucoup de conciergeries qui font que du ménage et malheureusement le ménage n'est pas forcément bien fait à cause d'un problème de personnel de ménage, difficile à trouver, peu formé également. Donc du coup, il y a un problème. Il y a un problème. Beaucoup de conciergeries aujourd'hui, j'ai pu le constater, se sont malheureusement cassé la figure, dont de grosses conciergeries. Encore une fois, par rapport du coup à une évolution de leur conciergerie qui a été beaucoup trop vite par rapport du coup à la structuration de celle-ci. Chez moi par exemple, là où je suis, il y a une conciergerie avec qui je travaillais qui avait pratiquement 100 logements qui vient d'arrêter. Pourtant, elle avait beaucoup d'appartements, mais elle ne pouvait plus les gérer. Donc voilà. Donc on a des propriétaires aujourd'hui maintenant qui sont pas forcément contents des conciergeries. On le voit de plus en plus, qui recherchent du personnel de ménage qui permet. Ils veulent en fait pallier à la conciergerie en prenant leur propre personnel de ménage, en gérant eux-mêmes.
mais quand ils sont loin, en fait, on se rend compte rapidement que c'est pas possible, en fait. Voilà. Quentin, je sais qu'on a eu l'occasion d'échanger quand on a programmé cet épisode et que tu rejoignais un peu l'analyse de Samy sur cette vision de comment dire, lancement dans l'activité de conciergerie sans vraiment avoir connaissance de toutes les problématiques. Bien évidemment, aujourd'hui, la conciergerie, c'est le métier avec quasiment aucune barrière à l'entrée, donc n'importe qui peut rentrer sur ce métier-là, tout simplement parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de carte de gestion immobilière pour en faire. Et donc après Covid, lorsque les gens se sont rendus compte que en fait en dehors de la routine, ils se faisaient quand même bien chier dans leur travail et qu'ils aimeraient bien avoir cette indépendance, liberté financière comme le disent beaucoup de personnes sur internet. De ce fait, ils se sont dit qu'est-ce que je peux faire, et voyant une publicité d'un des formateurs sur la place, se sont dit pourquoi pas moi. Et surtout quand on nous vend le fait que on va devenir riche, on va pouvoir rouler en belle voiture, on va pouvoir gérer tout ça depuis Bali ou n'importe quel endroit sur la terre, et que tout ça va être finalement si simple, et on prendra du coup 25% de commission pour faire ce travail si simple et si facile à gérer à distance. Donc forcément, ce sujet-là, il fait rêver, et il fait surtout rêver des gens qui ne sont pas entrepreneurs. Parce que pour être dupé à ce point-là, il faut ne jamais rien avoir entrepris dans sa vie et ne pas se rendre compte des réalités du terrain et de la réalité de ce que c'est de gérer une entreprise, de gérer une comptabilité, de gérer du personnel. Et en fait tout ça, on l'oublie souvent quand on se lance, qu'on fait une formation, et effectivement le formateur n'a aucun intérêt de vous dire que vous n'allez pas réussir dans ce que vous faites. Donc forcément les conciergeries se lancent et en fait essayent d'accumuler des logements sans forcément vraiment se poser la question de comment est-ce qu'on va gérer le développement à l'échelle, parce que mine de rien, ce marché-là, il est en pleine ébullition, il y a énormément de logements qui sont mis en location de courte durée, il y a beaucoup de turnover parce que, comme vous l'avez dit, toutes les conciergeries ne sont pas bonnes, et donc les propriétaires étant dans une conciergerie peuvent mettre leur logement dans une autre assez facilement, et donc on se retrouve avec des conciergeries qui peuvent monter très très vite en nombre de logements, et par cette croissance n'ont pas forcément les capacités de gérer justement le fait de répliquer leur qualité, leur process, leurs standards au volume. Et donc c'est là où justement il y a un problème, et souvent on dit qu'une conciergerie atteint son plafond de verre à 15 logements. C'est pas pour rien, c'est qu'en fait à ce moment-là elle se rend compte de tous les problèmes qu'il y a dans sa boîte, et donc tous les endroits où elle doit travailler, restructurer. Donc soit elle prend justement son mal en patience, et donc elle fait ce travail de restructuration, ce que peu d'entrepreneurs arrivent à faire, et prennent le risque entre guillemets. Soit elle va recruter, mais donc en recrutant, qui est la solution de facilité, va se mettre dans la merde pour pouvoir elle se payer ou continuer de développer sa boîte dans de bonnes conditions. Ou alors elle va donc il y a le fait de se restructurer, ou alors en fait elle va accepter sa situation, et en fait elle va végéter jusqu'à un moment où elle va dire mais en fait pourquoi est-ce que je fais ce métier-là? Ça fait 2-3 ans que je me paye pas ou paye peu, que je travaille 7 jours sur 7, 20 heures sur 24, et en fait j'ai pas vu ma fille grandir, j'ai pas vu mon fils grandir, parfois même on assiste à des divorces, etc. Donc c'est un métier qui est mine de rien très 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 prenant, assez difficile, mais c'est surtout parce que les gens se sont lancés sans se rendre compte réellement de ce que ça impliquait. Exactement. Est-ce que j'ai bien introduit le sujet? Ouais. C'est vraiment très très bien expliqué, et ça reprend du coup tous les éléments. Comme tu as dit, en fait, c'est de l'entrepreneuriat, et ça c'est ce qu'ils oublient en fait. C'est vraiment c'est de l'entrepreneuriat. Vous montez une société avec du coup les pour et les contre également. Et une conciergerie, ça peut aller vite, comme tu l'as dit, ça peut aller très très vite. C'est pas pour ça que ça va être rentable aussi. Il faut faire des choix sur les appartements, sur son équipe de ménage, comment tu recrutes, si tu recrutes en tant que salarié, en tant qu'auto-entrepreneur, etc. Il y a plein de stratégies à mettre en place en fait. Et ça, si on te l'apprend pas sur du long terme, tu pourras pas le savoir. Et pour le coup, j'aimerais rajouter quelque chose, c'est que de base, quand on réfléchit un peu aux tâches une par une qui sont à réaliser en conciergerie, on se dit que c'est quand même extrêmement simple. Faire le ménage, je sais faire du ménage. Appeler des voyageurs et les guider pour rentrer dans le logement, je sais le faire. Faire une facture, je sais faire. En fait, tout ça, finalement, c'est assez simple.
Mais c'est la multiplication de ces échanges avec les voyageurs, les prestataires de ménage, les bricoleurs, les propriétaires, et toutes les choses que vous êtes censé faire en tant que concierge ou en tant que gestionnaire d'entreprise. Et en fait, c'est cette accumulation-là qui fait que ça en devient très très chronophage, très très prenant, et qui, sans une structure et un peu de connaissance en entrepreneuriat, on se fait bouffer. Exactement. Moi je prends souvent l'exemple des gâteaux. C'est quand tu fais un gâteau chez toi, tu fais une tarte aux pommes, ça te prend 1 heure, c'est facile. Tu vas en faire 50, ton four il te suffit pas, il te faut les moules, il te faut parce que c'est pas 50 fois une pomme, c'est en fait il te faut donc quand tu fais la conciergerie, pour moi c'est un peu la même chose, c'est que effectivement c'est des tâches très simples, mais la difficulté ne vient pas de la gestion d'un logement, c'est de la multiplication des logements. Et on est dans un métier de gestion d'hommes et de femmes. Quand on est sur un métier de service où on gère de la ressource humaine, la problématique c'est le pic. Voilà. Et ça c'est la plus grosse difficulté. Et donc quand on a un pic à gérer sur 4 heures dans une journée ou 5 heures et que on a des pics qui explosent que 2 fois dans l'année. C'est comment je structure une boîte de manière pérenne, mais avec des gestions de pics. Et ça, c'est pour moi la plus grosse difficulté. Bien sûr. Par rapport à ce que vous venez de me dire, moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est ce phénomène-là de gens qui se sont lancés et qui ont plus ou moins réussi à grossir. Samy, tu prenais le cas d'une conciergerie à 100 logements. Moi, je me dis que ça a eu un double impact qui est très très négatif pour le secteur de la location courte durée. C'est le premier, ça a eu un impact sur les clients finaux, sur les voyageurs, puisque une conciergerie qui est défaillante, c'est des ménages pas faits, c'est des ou mal faits, c'est une lingerie pas gérée. Donc du coup, mauvaise expérience client, et si c'est mauvaise expérience client, c'est une mauvaise expérience pour les propriétaires, et ça a un impact tout de suite sur le marché. C'est comme tu le dis Samy, aujourd'hui tu as beaucoup de propriétaires qui, du fait de de cette vision de la conciergerie qui ont été un peu amateurs, aujourd'hui se détournent malheureusement des services d'une conciergerie parce que ils voient plus de valeur ajoutée. Même au-delà de ça, c'est de se dire, j'y vois plus ma valeur ajoutée parce qu'on m'a dit que je gérerais plus des problèmes, je vais continuer à en gérer. On m'avait dit que ça me coûterait rien, ça me coûte de l'argent parce que finalement, voilà. Et au final, j'ai l'impression qu'à part les ménages, je ne délègue plus grand chose. Donc, et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les propriétaires, Samy, toi, t'es le meilleur exemple pour ce phénomène-là, c'est de se dire, en fait, finalement, j'ai géré mes prix, j'ai géré la relation client, en fait, je vais le garder, je vais prendre plus qu'une équipe de ménage et ça, c'est tout le risque aujourd'hui des conciergeries, c'est quand un client il a fait cette démarche-là, il reviendra pas en arrière. En fait, tu as, si je peux rebondir, en fait, t'as 2 types de propriétaires pour moi. T'as le propriétaire qui va être local et qui va investir dans sa ville, et qui va pouvoir potentiellement gérer ses biens par lui-même, si son emploi du temps lui permet, parce que ça demande du temps. Ou alors t'as le propriétaire qui va être un propriétaire investisseur qui va investir partout en France, et du coup qui va pas avoir d'attache à la ville où il investit, et là il va être obligé d'être accompagné par une personne de confiance ou une conciergerie, clairement. Et donc du coup, pour pallier à tout cet amateurisme, on se dit forcément aujourd'hui les conciergeries qui réussissent, comme tu le disais Quentin, c'est celles qui ont réussi à processiser, à professionnaliser, industrialiser, c'est le terme exact, leur process. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision, Quentin, par rapport à tout ça, par rapport à cette importance de l'organisation pour professionnaliser sa conciergerie? Déjà, je pense que en expliquant un petit peu ta vision des choses, tu as su mettre le doigt sur quelque chose qui n'est pas clair dans ce marché. C'est quoi une conciergerie? Quelles sont les prestations qu'elle réalise réellement? Exactement. En fait, il y a des conciergeries qui font de la tâche, donc qui sont même que capables de s'occuper du ménage et qui se considèrent comme conciergerie, ou qui font de l'accueil voyageur en physique. Il y a des conciergeries qui vont prendre
un petit pourcentage entre 10 et 15% pour gérer toute la partie digitale de l'activité et laisser au propriétaire toute la partie sur place, parce qu'en fait, le propriétaire est sur place, il aime bien faire ses ménages, ou il a une aide ménagère qu'il connaît, mais par contre, il a la flemme de s'occuper de ses annonces et il n'a pas d'expertise là-dessus. Donc ça se développe pas mal en ce moment. Et il y a la conciergerie qui fait de la gestion complète. Et donc, nous, aujourd'hui, on considère qu'une vraie conciergerie, une conciergerie, en tout cas nos conciergeries qui travaillent chez PostPass, elles sont très, très, très majoritairement des conciergeries qui font de la gestion complète pour entre 18 et 25% TTC. Pour des prix de la nuitée, hein, parce qu'il y a aussi des conciergeries qui trichent et qui disent qu'elles prennent 20%, mais sur la totalité des revenus, un peu comme parfois les revenus managers peuvent faire. Donc c'est pas facile en fait de se repérer dans la conciergerie, parce que vu que c'est un marché qui est vieux, mais dans cette formule-là est naissant, en fait on est en train de vivre. Déjà, on a vécu le boom, donc là ça commence à se stabiliser un peu, mais on a vécu un boom qui fait que on s'est retrouvé avec des milliers et des milliers de personnes qui se lancent dans cette activité, qui se disent conciergerie, mais qui proposent des services complètement différents, à des prix différents, pour essayer de trouver un peu la faille dans ce marché et se créer une place de choix pour continuer de se développer. Donc déjà, c'était pas forcément évident pour tout le monde de s'y retrouver. Aujourd'hui, on commence à voir différents acteurs un peu clés. Donc on a les agences IMO qui s'occupent de ça un peu à côté, mais ça je dirais que c'est 10% des agences IMO qui se sont rendus compte qu'elles gagnaient pas beaucoup d'argent récemment avec la hausse des taux et puis toutes les complications qu'il y a eu avec ça. On a les personnes qui ont entrepris de développer une conciergerie tout en un, comme par exemple le sont nos clients. Et on a aussi pas mal, il y a Airbnb qui a mis son nez là-dedans, qui aujourd'hui propose un programme de co-hosting qui dit à n'importe quel hôte louant un logement sur Airbnb, si vous avez 4,8, vous pouvez faire une conciergerie. Donc en fait, ils appellent ça co-hôte, mais la réalité c'est que c'est une conciergerie. Mon père d'ailleurs a tiré profit de cette opportunité-là en ayant une vraie conciergerie derrière et en n'étant pas un simple hôte. Mais pareil, ça a encore complexifié les choses. Et donc, on est en train de vivre un peu cette professionnalisation du secteur. Et donc, on est en train de se dire, mais qui va gagner? Qu'est-ce qui va en ressortir? Est-ce que du coup, ce métier va perdurer? Voilà. Et donc, je pense que c'est toute la question de ce podcast. Exactement, c'est ça. En fait, ce que j'ai pu remarquer, en fait, c'est que dans les conciergeries, il faut directement penser à l'industrialisation de son activité, en fait, dès le départ. Dès le départ, il faut mettre en place les choses pour grossir, parce que on a pu remarquer. Les gens, enfin les conciergeries ramènent des clients, vont un peu à tâtons, voilà, ils rendent des clients à tâtons, on verra pour la gestion plus tard, on rentre, jusqu'à ce que tu as expliqué, hein, le plafond de verre, où tu as les 15 appartements, c'est complètement désorganisé, pourtant du coup tu en rentres quand même encore plus, et c'est là où c'est le bazar, quoi. Ouais. Ce que je dis souvent, c'est que en fait mes clients qui commencent, et il y a des clients qui me posent deux questions. Est-ce que tu penses que PassPass est un bon outil pour débuter sa conciergerie? Est-ce que c'est nécessaire? Et la deuxième question, c'est quel conseil tu me donnerais, toi qui as vu plein de conciergeries réussir et échouer, quel conseil tu me donnerais pour éviter de faire les mêmes erreurs? Et le premier conseil que je donne, et c'est un conseil qui est gratuit, et pourtant c'est le plus important qu'il faut garder en tête, c'est comment est-ce que vous gérerez ce que vous dites délivrer comme prestation lorsque vous aurez 100 logements. Donc quand vous ferez 100 fois plus de travail que ce que vous faites déjà, c'est un peu comme ton histoire de gâteau, quand tu feras 50 gâteaux, est-ce que tu es adapté est-ce que tes process et ton équipement est adapté à faire 50 gâteaux? C'est pareil. Est-ce que des sujets bêtes, mais est-ce que aujourd'hui toi tu fais le ménage, mais est-ce que tu t'imagines faire le ménage quand tu auras 100 logements et quand tu auras 60 départs dans la journée? Est-ce que aujourd'hui toi qui es content de remettre les clés à la main et d'accueillir tes voyageurs, est-ce que tu seras content de le faire et comment tu pourras le faire quand tu auras 100 logements? Et en fait, toutes les idées bonnes sur le papier mais stupides d'un point de vue de développement d'entreprise, en fait, sont réglées à partir du moment où tu te poses cette question-là, systématiquement, une fois que tu prends cette décision, que tu te poses cette question. Et donc, posez-vous cette question à chaque fois que vous réfléchissez à un sujet de votre boîte.
et vous allez pouvoir trouver les solutions adéquates. Et encore aujourd'hui, là, ce midi, je discutais avec un client qui vient de nous découvrir, qui n'a pas encore de logement. Il me dit, mais Quentin, est-ce que ça vaut le coup de commencer à utiliser ton outil? Et en fait, je lui dis, mais un outil, c'est pas juste quelque chose qui est censé te décharger du travail ou faire des tâches répétitives à ta place. C'est aussi quelque chose qui va t'amener à réfléchir à la structure de ton entreprise et qui, de par l'expérience des développeurs et des gens qui l'ont imaginé, vont te permettre de te rendre compte de tout ce que tu ne fais pas. Et nous, ce qu'on essaye de faire avec PassePass, c'est pas seulement de prendre ton logement et d'essayer de te déléguer ce que tu veux, on essaye de t'amener au standard que nous, on imagine pour la location de courte durée à l'avenir. Et en fait, nous, on veut que la conciergerie PassePass, aujourd'hui, donc tous les concierges qui travaillent avec nous, soient à un standard de qualité tellement élevé qu'on puisse en faire une référence. Un peu comme Gîtes de France l'est pour les grandes maisons. On veut que PassePass, grâce à toutes nos technologies et tout ce qu'on demande systématiquement à nos clients de faire, puisse devenir un nouveau standard et leur donner les outils pour réussir à allier et le volume et les standards de qualité élevés. Voilà. Top. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai un peu la même approche quand avec Samy nous on propose des sites vitrines pour les conciergeries. C'est vrai que j'ai un peu la même approche quand j'en dis mais en fait l'avantage du site c'est que ça va vous obliger à travailler sur votre positionnement et à travailler votre cible parce qu'en fait comme vous allez devoir compléter votre site, vous allez devoir faire les textes sur votre site, vous allez devoir vous poser vraiment plus la question de qui vous voulez adresser, qui vous voulez convaincre. Parce que c'est un travail, c'est pareil. Nous, on constate avec beaucoup de conciergeries, c'est en fait, je vais prendre ce qui passe. Je vais sortir mon gros filet à papillon et je vais prendre tous les logements. Et comme tu le dis, des fois, de prendre l'outil, ça va t'obliger à poser ta réflexion. Alors, il faut pas non plus que ça te freine dans ton action. Mais ça doit te guider, tu vois. C'est et en conciergerie, alors c'est pas applicable à tous les business, mais il y a des fois où il vaut mieux se poser et structurer. Je pense notamment parce que tu as besoin d'équipement, tu as besoin de process. Tu as des business où tu peux te dire je fais et j'améliorerai après. Il y en a, ça marche très bien. Mieux vaut fait que parfait. Mais quand tu as une conciergerie et que tu te dis, là, j'ai 5 logements, mais déjà, pour me payer, combien il m'en faut? Si je recrute, combien il m'en faudra? Et puis moi, qu'est-ce que je veux me tirer? En fait, il me faudrait 120 logements. Ok. Déjà, quand tu vas chercher ton premier local, tu vas te dire, il faudra peut-être que je puisse mettre les machines à laver nécessaires ou la solution de blanchisserie ou voilà. Bien sûr. Et non, en fait, je peux pas, machin. Et je vais devoir passer par une blanchisserie extérieure, donc mes niveaux de rentabilité sont pas les mêmes. Et en fait, tout parce que la commission, c'est pareil. Moi, je vois beaucoup de personnes qui la font au doigt mouillé. Tu vois, te dire, est-ce que je fais du 20%, du 18%? On nous demande même à nous qui faisons les sites, on nous dit, il faut mettre combien de commissions? Je connais pas ton secteur, je connais pas ta concurrence, je connais pas tes charges, je connais pas ton objectif de rentabilité. Ce que tu proposes par rapport aux autres aussi qui justifient une commission. Souvent, les primo-entrepreneurs veulent faire moins cher. Parce qu'en fait, ils ont envie d'être le bon plan, ils ont pas envie de se frustrer, ils ont pas envie de perdre des opportunités. Et donc, ils se disent, moi, je pense que je vis avec 15%. Parce qu'en fait, ils s'imaginent maintenant, effectivement, c'est toujours du plus de prendre 15% que de prendre rien du tout. Mais en tout cas, nous, on sait, moi, j'ai accompagné des conciergeries à se développer en France, donc à répliquer leur activité au-delà de leur territoire proche. Et je sais que en dessous de 25% TTC, c'est compliqué de travailler avec d'autres personnes et de déléguer et de structurer sa boîte et de payer ce qu'il faut payer pour faire une belle gestion complète. Ouais, nous, c'est pour ça que moi, je me pose toujours la question du modèle économique. Pas du modèle économique, de modèle de tarification, parce que c'est vrai que, et j'en ai discuté avec un de mes clients, on a la chance d'avoir un client qui nous fait confiance depuis de nombreuses années du côté de Tours, qu'on salue, qui se reconnaîtra et qui a monté sa conciergerie. Et c'est vrai qu'on a commencé à réfléchir au modèle économique et de se dire, est-ce que la commission, c'est... Parce qu'aujourd'hui, on part du principe qu'une conciergerie, ça doit fonctionner qu'à la commission, mais est-ce que en fait, c'est pas un biais, comme tu disais, du fait des formateurs qui ont dit, tu vas chercher ton 25%, tu prends un quart de... parce que la promesse initiale, c'était de dire, tu vas sans investir, tu prends un quart des bénéfices de l'investissement immobilier. C'était un peu ça la promesse, mais de se dire, en fait, ce modèle, est-ce qu'il est viable? Il n'est pas viable. Il y a quand même, toi, quand tu recrutes du monde, tu vas avoir des charges fixes et tout. Est-ce que, si ton client, il peut pas emporter, est-ce qu'il serait pas prêt? Est-ce que le marché aujourd'hui est pas assez mature
mature pour comprendre qu'une conciergerie puisse te prendre un forfait fixe chaque mois pour intervenir parce que le modèle doit évoluer pour être viable. Il y a des questions et je pense qu'il n'y a pas une réponse. C'est-à-dire qu'une conciergerie à Villeurbanne va pas avoir les mêmes problématiques que celle à Brest et encore moins que celle dans une station de ski ou dans une station balnéaire. Donc en fait, chacun doit adapter son modèle, quoi. Ouais, je pense que la bonne idée à avoir, c'est est-ce que j'ai un impact sur la performance financière du concierge ou pas, enfin du propriétaire ou pas. Exactement. Pour moi, si on a un impact positif sur la performance financière du logement, c'est-à-dire qu'on va amener le logement à mieux se louer, avec un taux de remplissage plus important ou avec un prix à l'unité plus important parce qu'on prend du temps et on met en sorte que ça se passe, là, oui, il faut prendre à la commission. Tout simplement parce qu'en fait, on travaille dans le sens du propriétaire à sa performance. Par contre, si on ne fait que de proposer des services simples comme le ménage, le linge et la remise des clés, alors, ça, il vaut mieux le packager et essayer de faire une marge spécifique par rapport à ces trois postes-là. Donc, ça dépend vraiment en fait de comment vous vous positionnez et de comment vous souhaitez justement intéresser les propriétaires. T'as dit un terme très très intéressant et qui va dans le sens du sujet du jour, c'est le partenariat gagnant-gagnant. C'est vrai que initialement, les conciergeries, c'était la promesse. C'est gagnant-gagnant. Et nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, ce partenariat-là, cette vision-là, elle semble un peu s'effriter. Et quand même, on n'est pas là que pour tracer un tableau noir de la situation des conciergeries, mais c'est de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver ce côté gagnant-gagnant. On va très vite passer les fondamentaux, c'est-à-dire faire bien les ménages, des choses comme ça. Mais voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui, et encore que les fondamentaux, c'est peut-être ça aussi la première pierre, la base du contrat, du partenariat gagnant-gagnant. Il y a quelque chose que tu as dit, enfin que vous avez dit tous les deux, et qui me turlupine depuis un petit moment. Je comprends pas pourquoi les conciergeries en fait s'acharnent à prendre de plus en plus de logements alors qu'ils n'optimisent pas ceux qu'ils ont déjà, et notamment via le revenu management. Il y en a plein qui n'en font pas du tout et qui laissent du coup des appartements avec des tarifications qui sont des fois en dehors du marché, qui se louent pas. Du coup, pour eux, comme ils sont à la commission, c'est du manque à gagner, également pour le propriétaire. Moi, une bonne conciergerie, pour moi, ce serait une conciergerie déjà qui, comme tu l'as dit, dans les fondamentaux, le nettoyage, etc., le fasse bien, mais également qui nous aide à gagner vraiment de l'argent en optimisant les tarifs et l'occupation. Yes. Pour le coup, je suis d'accord avec vous qu'il y a beaucoup de conciergeries, et ça je le vois parce que je suis amené à en rencontrer pas mal. Il y a beaucoup de conciergeries qui n'ont pas de tarification dynamique, ce qui est une erreur. Après, moi j'ai vu des personnes qui, sans gestionnaire de tarifs, arrivaient eux-mêmes en gérant les tarifs, en connaissant leur marché, à mettre des prix qui étaient encore meilleurs que ceux des gestionnaires de tarifs dynamiques qu'on peut. Mais du coup, ils allouaient du temps, de la ressource à ça. Bien sûr, mais pour le coup, peut-être que c'est justement, il y a des choses où même si on a un gestionnaire de tarification dynamique, il faut toujours aller derrière. Parce qu'au fait, un robot, ça reste un robot. N'importe quel logiciel peut avoir ses failles. Et donc, même si c'est très beau sur le papier, en fait, il y a que vous qui connaissez à ce point-là votre marché, l'évolution, la politique actuelle, etc. Et en fait, il y a plein de paramètres qui jouent sur, un logement. Et donc, il y a plein de conciergeries qui arrivent aussi à le faire eux-mêmes et qui économisent du coup les coûts que ça représente pour eux de faire gérer ça par un outil ou par d'autres personnes. Donc ça peut se faire. Maintenant, il y a quelque chose aussi qui bouge dans la location courte durée. Pour rappel, moi je me rappelle, il y a 6-7 ans, je m'intéressais au fait à la location de courte durée parce que mon père était investisseur et il venait de signer un immeuble complet et je lui dis pourquoi tu ne loues pas tes logements en location de courte durée, parce qu'en fait les rentas sont folles et t'as un logement qui est vide, donc pourquoi pas essayer. En fait à l'époque, donc il y a 6-7 ans, il m'a dit non, c'est pas possible, ça demande trop de travail, etc. Mais par contre les rentas étaient folles. Aujourd'hui,
beaucoup de choses se sont développées, le marché s'est professionnalisé. Il y a eu énormément de gens qui se sont mis dans cette brèche, qui ont pris l'opportunité. Et en fait, quand un marché est naissant et qu'il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande, en fait, on peut tout louer. Donc le studio de l'étudiant tout dégueulasse, mais avec un canapé lit pas du tout adapté à la location courte durée, bah ça se louait ça. Et puis ça se louait 60, 70 balles à l'unité sans problème. Et bah bien heureux les early adopters, comme on les appelle, qui ont su tirer profit de cette opportunité. Mais aujourd'hui, bah ça se loue plus. Et ces logements-là, on est plus à 28 € de la nuitée que à 70. Ouais, alors et puis t'as les standards, comme tu disais, les standards, les attentes des voyageurs, elles ont évolué aussi avec. C'est-à-dire qu'il y a 6-7 ans, n'importe quoi à se louer. Et en plus, le voyageur, il venait avec ses draps. C'est-à-dire que, et on lui demandait de faire le ménage en partant. Ouais. Tu vois, donc toi, t'étais conciergerie, le mec avait fait le ménage et c'était normal. Quand t'étais client Airbnb, c'était normal de faire le ménage. Aujourd'hui, moi le premier, je vais dans Airbnb, j'ai pas envie de faire le ménage, tu vois. C'est, les attentes sont passées au niveau hôtelier aujourd'hui. Bien sûr. Et moi, je voudrais revenir sur un sujet. Tu parlais, Samy, de taux d'occupation. Et nous, on a fait un peu ce constat-là avec nos clients. Et aujourd'hui, nous, la question qu'on se pose, et tu vas me dire, Quentin, ce que t'en penses. Moi, je me dis, je préférerais avoir 50 logements, mais faire 80% de taux de remplissage moyen sur l'année, que d'avoir 100 logements et faire 40%. Je t'explique très simplement pourquoi. C'est que si tu es à 100 logements, ta variation, c'est-à-dire les pics que tu vas avoir à gérer, ils sont de 60 logements quasiment. Alors que si tu fais 80% sur 50 logements, ta variation va être de 10 logements potentiellement. Et donc du coup, tu peux beaucoup plus facilement structurer tes équipes parce que ton taux d'occupation est optimisé. De ce qu'on constate avec les grosses conciergeries qui sont pas encore dans cet aspect industriel, c'est que ils n'optimisent pas les taux d'occupation. Ils sont plutôt dans la gestion opérationnelle. On est vraiment dans l'optimisation, dans faut que je gère. C'est que de la gestion d'urgence quasiment. Et du coup, pour pouvoir gagner plus d'argent, il faut rentrer plus de logements parce qu'on n'est pas en capacité d'augmenter le taux d'occupation. Donc, on va l'augmenter en prenant le volume global. Mais du coup, quand il y a des pics, et c'est là qu'à se mettre, ça les met en carafe. C'est un peu comme un site internet qui va se retrouver avec beaucoup trop de trafic d'un coup, parce qu'elles ont des équipes dimensionnées pour gérer 40 logements, potentiellement monter à 50. Mais comme elles ont un parc qui en fait 100, dès qu'elles atteignent 60-70% de taux d'occupation, parce qu'il y a un pic, un concert, un machin, n'importe quoi, elles se mettent en carafe et ça nuit à toute leur crédibilité auprès de leur clientèle actuelle. Ça, c'est un peu ma vision. Alors que celui qui va avoir un taux d'occupation beaucoup plus optimisé sur un parc qui peut être réduit et qui, in fine, va faire le même nombre de nuitées par jour, lui va être beaucoup plus en capacité d'absorber des pics parce que forcément son parc de logements inoccupés est moins important. Ouais. Quand tu parles de taux d'occupation, tu parles d'un taux d'occupation mensuel ou à l'année? Je te parle à l'année. Okay, du coup, j'avais mensuel en tête. Je pense mais c'est la même chose, hein. Si tu as ton taux mensuel, si par exemple pas nécessairement parce que le fait 80% à l'année, ça veut dire que tu peux ne pas louer pendant 2-3 mois. Alors que 80% au mois, ça veut dire que tu loues toute l'année, mais qu'en fait tu n'es pas rempli de la même façon. Donc en fait, si ça finalement dans la réponse, ça a quand même un peu un impact et je vais pas donner le même conseil. Là où je fais la différence, c'est vraiment par rapport à ton taux de logement qui est vide et qui du coup va te mettre en surproduction par rapport à tes équipes. Ouais, je vois du coup maintenant ce que tu veux dire. Alors, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de conciergeries balnéaires et de montagne. Et en fait, ces conciergeries-là, elles ont tendance effectivement à maximiser leurs revenus 3-4 mois et après ne plus rien faire du tout. Et à chaque fois, c'est la même rengaine. Surtout quand elles ont des revenus managers qui les facturent à la réservation. Mais en fait, en hiver, on perd de l'argent, quoi. Mais comment c'est possible que tu perdes de l'argent? Tu travailles, mais qu'est-ce que tu fais l'hiver? Mais comment tu t'occupes? Et à chaque fois, c'est parce que, au fait, ces conciergeries-là, elles sont toutes mises sur les propriétaires qui, l'été, veulent maximiser leurs revenus, veulent ouvrir leurs grandes maisons, leurs grands apparts. Ils ont voulu que prendre des beaux logements. Et donc, en fait, ils se retrouvent à être reliés à l'activité de ces beaux logements. Et moi, ce que je leur conseille à ces conciergeries-là, c'est plutôt de se structurer autour des villes à proximité avec des petits logements et de se dire tous mes frais fixes
de ma boîte, tout ce qui permet de faire vivre ma boîte, je les structure autour des petits logements, studios, T1, T2, des choses qui vont se louer toute l'année et effectivement qui vont avoir un taux d'occupation sur l'année de quasiment 100% en fait. Parce que, comment dire, à moins qu'il y ait des travaux ou des problèmes, ça va se louer, ça va vous rapporter de l'argent. Et même s'il rapporte moins, et ben en fait, ça permet de faire vivre et de manger les aides ménagères qu'on veut de stabilité, comme n'importe qui. Ça vous permet, vous, d'avoir une stabilité et donc de payer vos charges, etc., tout ce qui se passe au quotidien. Et du coup, le pic, en fait, pourra être comblé par toutes les personnes qui se libèrent, en fait, l'été. Donc, les étudiants, les personnes qui cherchent un complément de revenus, les saisonniers. Et donc, mais en fait, trouver que des saisonniers pour faire son activité, c'est pas possible. Et donc, vaut mieux, en tout cas de mon point de vue, structurer sa boîte autour du récurrent. Et une fois que on a, comment dire, quelque chose du récurrent, prendre ces beaux logements, mais pour le plus, pour aller se payer des vacances à la fin, ou pour se déléguer un peu de travail, ou faire un peu de trésorerie de côté et réinvestir son argent dans de l'immobilier. Enfin bref, pour moi, il faut vraiment vivre sur le récurrent et puis après se faire plaisir avec ses ventes additionnelles. Ouais, c'est ça. Le pic, c'est ta marge. C'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'on entend souvent parler qu'il faut prendre des grands logements, des T3 minimum, parce que c'est là où il y a le plus de rentabilité, du coût de commission, etc. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, il faut équilibrer son parc. Bien sûr. Et franchement, il faut aussi avoir une bonne conciergerie qui marche bien pour pouvoir justifier le fait de prendre des T3. Moi, je connais beaucoup de conciergeries qui n'arrivent pas à les signer, ces logements-là. Parce qu'elles n'ont pas le bon discours. Parce qu'en fait, elles sont peut-être pas au bon prix, ou peut-être tout simplement parce qu'elles n'ont pas les bons outils pour rassurer en fait les propriétaires qui leur confient leur beau logement. Vous imaginez, un T3, ça peut valoir dans certaines villes 1 million d'euros. C'est ça. En fait, le propriétaire, il va quand même se poser sacrément fort la question de quelle conciergerie il va mettre ce logement, et du coup, de comment la conciergerie justifie le fait qu'elle sera capable de le gérer. Et aujourd'hui, c'est tout un art de savoir expliquer qu'avec plus de logements, on est capable de mieux gérer que des conciergeries qui font tout à la main avec peu de logements. Et du coup, ça me fait penser à une question, je sais pas si Maxime tu l'avais prévu. Donc là, tu vois qu'il y a clairement une concurrence entre conciergeries et que c'est bien plus compliqué maintenant pour les conciergeries d'aller chercher des clients. Je sais pas. C'est difficile à te dire parce que moi, je vis quand même avec des conciergeries qui font une croissance mois sur mois de 5%. C'est-à-dire que moi, les conciergeries chez Passe-Passe, en fait, vu qu'elles sont structurées, elles se concentrent que sur la croissance de leur parc. Donc, gérer les prix et gérer surtout leur partie commerciale qu'elles ont tendance à sous-estimer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on souhaite travailler aussi avec vous. C'est pour les aider à aller encore plus vite et justement avoir des beaux sites internet parce qu'elles oublient aussi que c'est important d'être visible, important de faire de la communication. Et c'est ça qui nous fait vivre et nous fait avoir des belles boîtes qu'on peut revendre plus tard. Donc effectivement, nous, on est dans un paradigme qui est, je pense, assez rare. C'est qu'en fait, notre parc de logements, même si on n'ajoute pas de nouveaux clients, il augmente naturellement de 5% tous les mois. Donc, de ce constat-là, on sait que nos conciergeries n'ont pas de mal à trouver des clients. Et en fait, de par leur structure, arrivent à être plus rapides, peut-être proposer, de par leur vitesse et leur capacité d'exécution, des prix moins importants pour rentrer dans leur parc. Parce qu'il y a des conciergeries qui demandent 0 pour rentrer avec eux et qui payent tout. Le photographe, l'automatisation, le ménage de mise en service, etc. Puis il y a des conciergeries qui, en fait, ne prennent aucun risque et demandent 600, 700, voire même 1000 euros pour commencer à travailler avec elles. Je pense à quelques conciergeries que je ne citerai pas, mais qui m'ont choqué, en fait, de par leur business model, et leur lenteur à mettre en place un logement. Donc forcément, cette concurrence, au fait, elle existe que pour les conciergeries qui ne se sont pas assez structurées pour être capables de vraiment répondre à la demande du propriétaire. Moi, aujourd'hui, j'ai des conciergeries chez Passe-Passe qui sont capables de faire le rendez-vous, signer le contrat, récupérer les clés, mettre en faire le nettoyage qui reste, mettre les draps, prendre les photos, mettre l'annonce et que l'annonce elle tourne et qu'il y a un voyageur en une journée. Voilà. Et ça, je vous le dis parce qu'au fait, moi aussi, j'y ai participé, car ce concept-là, on a essayé de l'imaginer et faire en sorte qu'il soit possible avec Fabien Béjot de Locaren, qui est mon premier client, en fait. On avait travaillé, en fait, ce concept-là ensemble. Et quand on est capable de faire ça, en aussi peu de temps, et que tout est gratuit, et que d'un autre côté, il y a une conciergerie qui dit « Oh moi, mon bon monsieur, je vais mettre deux semaines à mettre en place votre logement. Il va falloir payer 300 balles pour le shooting photo parce que c'est un photographe professionnel qui passe, 300 balles
et ce n'est plus pour faire la serrure connectée électronique. Ensuite, l'annonce, ça coûte mon monsieur, donc en fait, on va mettre ça à 50 euros, 100 euros pour la mise en place de l'annonce, les bons paramètres, tout ça. Au final, vous avez envie juste d'aller avec la conciergerie qui est la plus rapide et la moins chère. Donc, en fait, il y a une concurrence qui est clairement déloyale, ça c'est sûr, par rapport à l'expertise, l'expérience d'entrepreneuriat qu'a la conciergerie et son modèle économique. Enfin, effectivement, il y a une concurrence qui est déloyale et donc des conciergeries qui raflent tout et des conciergeries qui ont peine à se développer et qui n'arrivent à se développer que par le bouche à oreille. Voilà. Ouais. Après, de toute façon, c'est toujours la question derrière. Comme tu le disais, là, être pertinent en un jour, la question du prix, pour moi, elle est presque annexe parce que moi, je la vois comme une barrière à l'entrée, c'est-à-dire si tout le monde mettait un prix à l'entrée, tu changerais moins de conciergerie facilement. Là aujourd'hui, un client, nous c'est ce qu'on constate aussi. Moi j'ai eu des retours comme ça. C'est une conciergerie qui fait pas payer. C'est pour ça aussi qu'il y en a qui font payer maintenant. C'est de se dire, en fait j'ai fait tout le travail et au bout de 3 semaines, le client il s'est barré. Alors là il y a la question, il y a quand même une question à se poser, c'est de dire pourquoi il s'est barré en 3 semaines. Qu'est-ce qui a pas été fait, qu'est-ce qui a été fait, mal fait. Enfin là il y a plein de questions à se poser et je pense qu'il y en a qui mettent un prix justement pour se dire le client, quand il a payé, il partira peut-être pas tout de suite. Il va quand même. Mais c'est un faux sujet parce que pour moi, ce sujet-là de j'ai peur que le client parte donc je le fais payer, en fait c'est un sujet qui est réglé avec un bon contrat, avec une clause, une clause où tout ce que vous offrez pour lui, il le paiera si c'est en dessous des 6 mois. Voilà. Ça peut être une solution. En fait, moi, c'est ce que mettent les conciergeries avec lesquels je suis le plus proche, c'est qu'en fait, effectivement, il y a quasiment rien à payer au départ. Mais si tu pars avant les 6 premiers mois, tu me respectes pas et tu m'as pas fait confiance et j'ai pas eu le temps de mettre en place ma stratégie de prix, le fait d'avoir vraiment un taux d'occupation qui est intéressant, une annonce, ça vit au fait. Et donc, ça vit aussi par l'expérience. L'annonce qui est à 5 étoiles depuis 10 ans, elle est bien évidemment plus en hauteur dans les classements Airbnb que l'annonce qui vient juste d'arriver, qui a pas de commentaires. Et donc, forcément, quand tu es à moins de 6 mois, tu manques de respect quelque part à mon travail. T'as pas à jouer le jeu et donc, forcément, là, il faut que tu payes. Et donc, mais là, t'évoques un point crucial. Enfin, pour moi, c'est-à-dire, je l'ai pas fait payer, mais derrière, c'est écrit dans le contrat, tu vois. Et donc, il y a aussi beaucoup de conciergeries qui, aujourd'hui, leur contrat, est-ce que le contrat est bien travaillé, adapté à leur projet, tu vois? Tu récupères pas un contrat que tu trouves sur Internet, quoi. Tu vois, tu travailles, c'est quand même le cœur de ton métier. Tu travailles tes contrats pour que ce soit vraiment dans le cœur de tes objectifs. Et là, tu parles de ces 6 mois, mais ça, c'est une durée qui doit être propre à chacun. C'est de se dire, en fait, là, moi, je mets 3, moi, je mets 6. En fait, moi, j'ai calculé que c'était 4, tu vois, chacun doit mettre des clauses qui sont propres à ses problématiques aussi. Les contrats sont faits pour protéger chaque situation personnelle. Enfin, ça doit être individualisé par rapport au projet de l'entreprise. Oui. Et demain, tu récupères tes clients récupèrent un contrat qu'ils ont trouvé sur Internet, un contrat de conciergerie. Ils l'appliquent, ils travaillent avec. Il y a pas de clause particulière par rapport à cette protection-là. Il y a pas, tu vois, moi, au contraire, tu vois, c'est quand tu parles de structuration de ton activité. Tu parles de structuration de ton activité. Alors beaucoup se posent la question. Je fais une SASU, mais les contrats, pour moi, c'est aussi quelque chose que tu dois travailler en même temps. C'est sûr. Moi, je vais vous dire ce que je pense, c'est qu'un contrat de conciergerie, si on veut un contrat de conciergerie classique et qu'on n'a pas d'expérience, techniquement, on peut, aujourd'hui, avec les outils qu'on a, le faire sur ChatGPT. Maintenant, ChatGPT ou ce que vous allez trouver sur Internet ne vont pas, répondre à ce que, un bon entrepreneur avec l'expérience de gestion de clientèle, avec des années de gestion de logement, avec un avocat fiscaliste et en droit, justement, des sociétés, vont pouvoir proposer. Et, mon père, qui s'est lancé en conciergerie, du coup, après avoir investi un petit peu et du coup mis ses premiers logements en courte durée lorsqu'on a lancé Passe-Passe, justement, lui a mis sur la table 3 000 € pour faire avec son avocat, son avocat ami et qui l'accompagnait, un contrat
sur lequel l'avocat va lui partager toute son expérience des problématiques qu'il va rencontrer, et mon père mettre aussi toute son expérience qu'il a eue durant sa vingtaine, trentaine d'années de carrière dans le BTP et dans la relation avec des entreprises comme problème, et donc éviter en fait tout ça. Mais malheureusement, si vous avez aucune expérience et qu'on vous file un contrat, vous n'aurez que Dieu pour dire oui, il est sûrement très bien ce contrat. Je comprends rien déjà ce qui est écrit dedans. donc c'est ça, les petites lignes qui vont. En fait, c'est les petites lignes qui vont protéger l'entreprise. Parce qu'en plus, suivant avec qui vous travaillez en conciergerie, vous êtes avec en droit du. C'est avec des particuliers, donc c'est même pas en B2B, donc on n'est même pas sur. Ça dépend. C'est en SCI ou en entreprise, tu peux en avoir aussi. Ouais, mais bon, de toute façon, t'as toujours on va partir du principe que le consommateur est toujours plus protégé que le fournisseur, donc. Bien sûr. Donc oui, faut investir un peu dans son contrat et surtout le faire avec des personnes qui ont eu une bonne expérience. Les contrats qu'on peut trouver dans les formations gratuites, on peut toutes les retrouver en fouillant un peu ou en demandant aux gens qui recommandent cette solution ou cette formation par Messenger. Il y a plein de gens qui vous filent le contrat si vous allez chercher. Nous, on a fait un contrat du coup qui nous a coûté un peu de sous et on le partage aux personnes qui viennent nous voir en présentiel, parce qu'on leur explique en fait en quoi il consiste ce contrat, et justement on le fournit, mais que pour les gens qui, entre guillemets, ont fait l'effort de venir nous voir. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est quand tu travailles un contrat avec ton avocat, ton avocat il prend le temps de te le lire. C'est un truc tout con, mais il va te lire chaque point pour te dire ça, voilà, c'est sur ça que je te protège. Ça, c'est je protège ton client, je le protège grâce à tel article, tel point. Celui-là, c'est plus pour nous. Ça, c'est OK. Toi, tu as envie de protéger tel aspect de ton travail. OK, on va le présenter comme ça. L'objectif, c'est de se protéger, mais c'est en fait d'avoir, malheureusement, on se tape plus dans la main, c'est trop bien, ça marche plus comme ça. On est obligé d'avoir des contrats parce qu'il y a des enjeux qui sont tellement plus importants. Mais comme tu le disais, ça fait partie aussi de la structuration de la boîte. Et aussi bien qu'on soit une conciergerie ou qu'on soit un propriétaire, un contrat bien fait, ça protège tout le monde. Donc ça, tu vois, c'est les sujets qu'il faut travailler en amont. C'est au même titre que quelle machine à laver je vais choisir, quel local je vais choisir. Et c'est un peu la problématique qu'on a perçue avec les conciergeries qui se lançaient, c'est qu'elles étaient 100% focus sur l'opérationnel pur, c'est-à-dire la gestion des ménages entre 11h et 15h. Ça, c'est bien imprimé dans la gestion. Mais derrière, il y a pas comment j'optimise les prix, comment je travaille derrière, comment je vais gérer les plannings de mes équipes, alors je sais que je vais devoir gérer de 11h à 16h, mais comment je fais pour les gérer pendant 7 jours sur 7, comment je fais pour gérer les vacances, comment je fais pour gérer mon pic saisonnier. Il n'y a pas ces projections-là. Et aujourd'hui, c'est important d'avoir une vision de long terme sur les éléments comme les draps, les choses comme ça. Samy, on avait l'occasion de visiter une conciergerie ensemble. Moi, j'avais été stupéfait, mais alors vraiment sur le cul. Je suis pas expert conciergerie, je suis pas expert hôtelier, mais quand j'ai vu tous ces racks avec les draps de chaque logement qui étaient gérés, je dis mais comment tu fais pour te rappeler que le drap bleu là avec les oiseaux, c'est celui de l'apartement machin qui est rue un tel machin, et puis que le drap vert là-bas c'est encore un autre logement. Je dis moi, tu vois, le premier process que j'aurais, c'est de standardiser tout. Clairement. Du coup, la conciergerie que tu avais vue avec moi, c'est elle qui a fermé. Oui, je sais. Parce qu'en fait, je rigole, mais ce n'est pas drôle parce que en fait, je suis persuadé qu'il y a des problématiques. Submergés. En fait, ils ont commencé, comme on l'a dit au début, ils ont commencé petits, donc du coup avec les draps des clients, etc., pas intégrer la TVA du coup dans leur prix parce qu'ils n'étaient pas assujettis à la TVA. Ils n'avaient pas pensé qu'un jour ils allaient dépasser la franchise. Enfin. Ils ont commencé à prendre les draps, voilà. Et un jour, ils sont arrivés avec 60 logements, avec des draps complètement différents. Ils en ont pris d'autres. Et là, c'était fini. Ouais. C'est fini. Et c'est ça. Et c'est parce qu'ils ne se sont pas posé la question, mais est-ce que, lorsque j'aurai 100 logements, je serai capable d'expliquer à mes 40 aides ménagères qui travaillent avec moi que tel drap, c'est pour tel logement, telle clé, c'est pour tel logement, tel café, c'est pour tel logement, etc., etc. En fait,
il y a des... Nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec PlacePass, c'est que en travaillant sur notre logiciel, on a essayé aussi d'amener les gens, les pousser à essayer de standardiser. Arrêtez de se prendre la tête. Arrêtez de vouloir avoir raison, en fait. Parce qu'en vrai, j'ai sûrement peut-être plus d'expérience que beaucoup d'entre eux, alors que je suis très jeune, mais j'ai tellement bossé et tellement rencontré de conciergeries et je les ai tellement aidés à se structurer que je suis sûr que j'ai plus d'expérience que beaucoup d'entre elles. Et pour autant, on fait toujours des erreurs. Et pour autant, j'ai pas l'impression que j'ai la science infuse sur le fait de développer une boîte à l'échelle. Et le fait que souvent quand on se lance en entrepreneuriat, on se dit je veux être mon propre patron, je veux prendre mes décisions, je veux faire comme j'ai envie. Mais en fait, est-ce que vous avez vraiment envie de faire comme vous avez envie, ou est-ce que vous avez envie de faire comme il faut pour réussir et pour pouvoir avoir la liberté de faire ce que vous avez envie en perso? Voilà. Aujourd'hui, c'est pas tout ce que je veux avec PassPass. Malheureusement, je suis contraint de beaucoup travailler et et de faire en sorte que cette boîte se développe, et de prendre des risques. J'aimerais m'affaler dans un fauteuil et m'amuser, mais la réalité c'est que c'est pas le cas. Et donc, forcément, que pour toutes les conciergeries, c'est de faire en sorte de faire au plus simple et pas ce qui vous plairait. Parce qu'au fait, ce qui nous plaît, c'est pas forcément ce qui fait gagner de l'argent. Ouais. Et puis t'as des arbitrages aussi à faire des fois, comme tu disais, quand t'as 10 logements, la personne elle va perdre 3 minutes par logement pour chercher les draps. Quand t'as 100 logements, tu multiplies par 3 minutes, tu multiplies ça par 30 jours dans le mois, tu calcules le coût que ça représente en masse salariale et tu te dis en fait finalement en combien de mois j'ai économisé ma masse salariale en ayant standardisé tous les draps, et c'est moi qui porte le risque parce que c'est moi qui vais acheter les draps. Je reprends cet exemple-là, mais c'est vrai que moi ce que j'avais entendu c'était non, je les achète pas parce que il faut porter le risque, il faut avoir la trésor, il faut avoir tout ça. Mais aujourd'hui en fait, il y a beaucoup. C'est pas que c'est plus simple, c'est que payer les gens pour chercher les draps, c'était rentrer dans les process, alors que sortir cet argent pour acheter les draps et économiser après chaque mois le temps qui était passé, il n'y avait pas la trésor pour, tu vois. Et donc c'est comme tu dis, en fait, il faut tout de suite se poser la question pour pas que ces process-là existent et soient des coûts parasites. Ouais. Parce que des coûts parasites, pour revenir sur la thématique de l'épisode, les coûts parasites, ils vont nuire à la conciergerie, donc ils vont nuire aux propriétaires, et in fine, ils vont nuire aux voyageurs. Et donc le contrat gagnant-gagnant, ce partenariat qui est la base de l'échange entre le propriétaire et la conciergerie, finalement il s'effrite par des détails. Je vais reprendre un détail, c'est une anecdote, mais moi ça m'avait marqué, c'était la gestion du papier toilette, avec des rouleaux et des rouleaux de papier toilette à peine entamés, mais qui pouvaient pas rester dans les logements. Et c'est vrai que moi ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais dans un hôtel, comment ils font? Tu vois, la question que je cherche toujours, et même dans notre propre activité, Macom-Imo, c'est de se dire, attends, avant nous, il y a des gens qui se sont posé la question et qui ont eu des gros business et qui se sont posé la question. Samy, je me rappelle quand tu as acheté ton premier logement, c'était il y a longtemps maintenant. 2016. Et je t'avais dit, mais comment tu peux être sûr que la LCD va marcher? Il me dit, il y a 6 hôtels à côté de chez moi. T'inquiète pas que les mecs, avant d'implanter un hôtel, ils ont fait une étude de marché. Ils savent qu'il y a du passage. Moi, je suis à côté de l'hôtel, donc c'est que l'endroit, il est bon par rapport à ma cible de clientèle. Toi, tu as fait cette démarche-là, mais tu peux faire la même sur les process. C'est de dire, en fait, quand j'ai 50 logements, je vais peut-être chercher les mêmes process que chez Accor, ils ont dans leur hôtel. Une conciergerie, ce n'est ni plus ni moins pour moi qu'un hôtel, mais éclaté géographiquement. Dans la ville, Voilà. C'est ça. Et donc, du coup, ce qui rend les choses d'autant plus difficiles. C'est-à-dire que les process hôteliers, selon moi, ne sont parfois pas au niveau de ce qu'on attend d'une conciergerie à haut volume. Gérer 100 logements, donc plus que 100 chambres, c'est beaucoup plus difficile que de gérer 100 chambres dans un hôtel. Parce qu'au fait, quand tout est concentré et qu'il n'y a pas le temps de trajet de 20 minutes plus parking entre chaque logement, vous imaginez bien que les aides ménagères sont beaucoup plus efficaces, le linge est beaucoup plus facilement traité, même peut être traité en local, etc., etc. Mais
le point qu'on avait, on avait eu l'occasion d'échanger avec Samy, c'est des fois, moi je me dis, t'es une conciergerie, t'as un arbitrage à faire, on te propose, t'as 3 studios dans un immeuble et 3 T3, et là on te propose 3 studios dans l'immeuble où t'as déjà les 3 studios, mais tu vas être obligé d'abandonner peut-être 1 ou 2 T3 pour pouvoir les traiter. Bah moi je me dis, bah en fait finalement tu vas te faire tellement d'économies d'échelle sur le transport, sur la gestion, que il y a un arbitrage à faire, parce que si tu arrives à tout centraliser au même endroit, moi une conciergerie qui arrive à intégrer 3 à 4 logements dans un immeuble où il y en a 20 ou 25 DLCD, faut qu'elle fasse le forcing pour aller chercher les autres. Moi ce serait une stratégie, j'aurais tendance à faire le bulldog et à être dans un immeuble et dire là il y a des LCD, je veux que l'immeuble il soit géré entièrement par ma conciergerie, parce que ça va me faire des économies d'échelle de fou. Et limite, je vais pouvoir trouver peut-être une cave dans l'immeuble, laisser le chariot de aide ménagère et travailler comme un hôtel. Et là, je vais maximiser ma rentabilité, parce que, comme tu dis, je vais pas avoir les 20 minutes de trajet, les machins. Et encore là, parce que quand c'est des indépendants, mais si tu commences à salarier, parce que tu commences à passer sur le modèle au-dessus, bah les temps de déplacement, faut les payer. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. On est toujours sur le truc du 1 gâteau, 10 gâteaux, 50 gâteaux. Enfin, t'as pas que les moules, t'as les fours, tu vois, et puis après, bah, t'as les normes de sécurité, t'as tout ça. Enfin. Donc c'est pour ça. Et derrière, bah tout ce qu'il faut pas oublier, c'est l'objectif final de la conciergerie, c'est la satisfaction du propriétaire et du voyageur. C'est ça. Et moi j'aimerais rajouter aussi le fait que les personnes qui travaillent avec vous soient heureuses de travailler avec vous. Parce que moi je suis arrivé dans un monde où les aides ménagères étaient soit la dernière roue du carrosse, donc au fait on les paye, on s'en fout, soit on les paye super cher, parce qu'au fait, il y a tellement de tensions de marché qu'on est obligé de les payer super cher alors qu'elles valent pas ce prix-là. Et donc, moi, j'ai essayé avec aussi mon humble logiciel, de remettre l'église au centre du village, d'expliquer que l'aide ménagère, c'était bien la clé de la réussite et du développement à l'échelle d'une conciergerie, et qu'il fallait s'occuper autrement mieux d'elles que de leur partager, de leur même balancer les missions de ménage dès qu'elles arrivent par les réservations, sur un groupe WhatsApp où elles doivent toutes se battre entre elles pour savoir qui va réussir à travailler ce jour-là, et qui n'arrive jamais à savoir quand est-ce que la mission de ménage est annulée, quand est-ce qu'elle est prolongée, comment faire la facturation, tout ça. Souvent, les concierges s'en foutent, et pour autant, c'est bien plus important que de les payer un prix. C'est sûr, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Ouais, de toute façon, il faut pas oublier une chose, c'est que le côté humain de la location courte durée, notamment quand quand un appartement, un logement est 100% automatisé, l'humain, il va être, c'est la personne qui va aller dans le logement. C'est celle qui va faire attention, en fait, l'expérience qui va être vécue dans le logement, 90%, peut-être pas autant, 80%, ça va être la personne qui va s'être occupée du logement, c'est-à-dire faire le lit, faire le nettoyage. Il y a bien sûr toute l'ambiance qu'on met autour, mais si vous arrivez et que les toilettes sont pas propres, je vais essayer d'être poli cette fois-ci, si les toilettes sont pas propres, vous aurez beau avoir fait la meilleure déco, investi dans la super machine à café, mis un baby-foot et tout, bah ça restera des toilettes pas propres, on n'aura pas envie d'être dans votre salon. Donc c'est extrêmement important, et tu vois, merci Quentin de m'avoir fait ce retour-là, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des process, mais on parle pas des gens qui sont derrière, et on a tendance, et ça c'est un peu le biais aussi des formations, c'est de se dire de toute façon je vais trouver du monde pour faire le ménage. Non, il y a des gens bien sûr, mais ceux qui sont libres vite, rapidement, soit c'est parce qu'ils se lancent, soit c'est parce qu'ils sont pas bons. Donc, trop cher. Ou trop cher. Mais des gens trop chers et pas bons, il y en a aussi. Oui, forcément. Donc voilà. Je voulais terminer cet épisode sur peut-être encore te redemander des conseils par rapport à toujours dans cette vision à la fois de l'exploitant et de la conciergerie, pour justement que ce partenariat soit gagnant-gagnant, parce que moi, je pars du principe que quand quelque chose ne fonctionne pas, il n'y a pas 100% un fautif. Ça n'existe pas. Une relation où il y a quelque chose qui va pas, certes, il y en a un qui est plus fautif que l'autre, mais il y a toujours quelque chose, il y a une part de responsabilité de chaque côté. Et est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner
à ceux qui nous écoutent, qui justement travaillent avec leur conciergerie, sont pas forcément satisfaits, mais de se dire comment je peux améliorer les choses moi en tant que propriétaire, soit avec ma conciergerie, soit quand je vais chercher la prochaine, quels sont les éléments à chercher, à comprendre pour pas refaire la même erreur, pour partir sur le bon pied, pour avoir une bonne relation avec ma conciergerie et bien travailler. Parce que l'idée, comme on l'a dit, Samy, tu l'as souligné en début d'épisode, la conciergerie pour nous c'est un partenaire incontournable, notamment lorsqu'on n'est pas sur place. Et même il faut se dire que c'est un partenaire incontournable, même quand on est sur place. Et comment on crée cette relation en tant que propriétaire ou sous-loueur, hein, il y a aussi des sous-loueurs qui font appel à les conciergeries. Quels conseils tu donnes pour justement partir du bon pied et travailler de manière intelligente avec sa conciergerie? Faisons le constat. Votre meilleur client, c'est un propriétaire qui gagne de l'argent et qui a son logement qui se tient dans le temps. Et votre pire client, ce sera le propriétaire qui ne gagne pas d'argent ou son logement va se détériorer de façon anormale, en tout cas au-delà de ce qu'il attendait. Et moi, ce que je dis vous savez, aujourd'hui, je gère 4 sociétés et à chaque fois que je suis amené à échanger avec mes collaborateurs ou d'autres entrepreneurs, je leur cite une phrase de Damso, il vous faut cadrer l'ennemi pour qu'il soit plus docile. Et en fait, moi je le vois de cette façon-là, c'est que à partir du moment où vous posez de façon très transparente et honnête tout ce qui peut se passer de bien ou de mal, et que votre expertise vous permet de pointer du doigt tout ce qui peut mal se passer dans le logement, et ben même si vous êtes plus cher, vous allez signer la personne et vous allez créer justement ce terreau fertile à une bonne relation sur le long terme. Donnons des exemples pour que ce soit un peu plus pertinent. Vous voyez un logement, il est 80 mètres carrés, plein centre-ville. Vous dites putain, ce logement il va me rapporter trop d'argent. Mais la salle de bain, c'est les années 60. Et ben en fait, est-ce que il faut se dire au mec non, t'inquiète pas, tout va bien, moi je vais le prendre, ton logement il est exceptionnel, tu vas gagner trop d'argent. Ou alors est-ce qu'il faut dire au mec écoute, moi j'aurais bien pris ton logement, mais là la salle de bain, c'est pas possible. Je connais mes clients, un lavabo tout rose, sur pied, avec un débit d'eau des années 60 et puis le papier peint qui sent le moisi, je sais que ça marche pas. Alors il est exceptionnel, hein, tu peux gagner plein d'argent, mais pas avec ça. Et en fait, ça change tout. Parce que d'un côté, vous le brossez dans le sens du poil juste pour qu'en fait, vous le récupériez et que vous fassiez de l'argent. D'un autre côté, vous lui dites, écoute, là, si on part comme ça, ton annonce, dans 3 mois, il a 3,2, et c'est pas parce qu'on fait mal notre travail, c'est juste parce qu'au fait, ton appartement, il est pourri. Et il est pas pourri parce qu'au fait, t'as tout à refaire, il est juste pourri parce que t'as pas mis de thunes et que t'attends juste à gagner de l'argent avec ton logement et que tu ne sais pas investir avant d'essayer d'en gagner, en fait. Et donc, moi, je pense que les meilleures conciergeries aujourd'hui et celles qui ont le moins de problèmes, c'est celles qui ne sélectionnent pas au plus beau logement, au plus grand, au plus meilleur. Ça, c'est un conseil de merde. Parce qu'au fait, on n'a pas besoin du meilleur logement pour louer. On a besoin de préparer la relation et d'être très clair sur ce qu'on attend et ce qui va marcher et ce qui ne va pas marcher pour que ensuite elle se passe correctement et que la personne ne travaille avec vous que si elle respecte vos conditions. Moi, j'ai des clients chez Passe-Passe, ils sont pas dans le mood de Passe-Passe, ils sont pas dans l'automatisation. Ils veulent utiliser que 50% des fonctionnalités. Je leur dis non, en fait, non. Soit vous essayez de comprendre ce qu'on a essayé de mettre en place, la logique et 4 ans d'investissement au quotidien pour faire en sorte que notre logiciel il marche pour des conciergeries et qu'on a des résultats, ou alors utilisez un autre logiciel qui fera ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous plaignez pas que en mettant le logiciel qui respecte vos process actuels, vous ayez des résultats moyens, voire médiocres. Et d'ailleurs, j'ai dit ça à une conciergerie de 225 logements récemment. Pour rappel, 225 logements, ça nous ferait très très plaisir de les avoir. Mais je lui ai dit, franchement, on a discuté et tout. Certes, l'application, elle peut être adaptée à tes besoins. Mais aujourd'hui, tu as structuré ta boîte comme si Passe-Passe n'existait pas. Comme si tu ne pouvais que recruter et former des équipes. Et comme si tu pouvais que tout gérer sur des Excel et des Trello. Ou même un Notion, apparemment. Et donc, du coup, forcément,
de là, moi, je lui ai simplement dit, si tu veux travailler avec nous, en fait, viens dans une conciergerie, sur le terrain, comprendre tout ce qu'on a mis en place, essaye de découvrir quelque chose d'autre, en fait. Parce que tout ce qu'on te dit, c'est pas faux. Nous, on n'est pas à vendre des monts et merveilles comme quoi ça marche. Et on est les premiers à dire que la conciergerie, ça marche pas pour la majorité des gens. Mais par contre, du coup, en lui montrant comment nous, on a fait toute la réflexion qu'il y a derrière pour faire marcher un modèle de conciergerie 2.0, là, il va pouvoir prendre la décision et du coup, être en accord avec soit ce qu'il fait aujourd'hui, soit être en accord avec ce que nous, on a mis en place. Et donc, il va pouvoir profiter de notre solution. Et moi, j'ai fait trop de fois l'erreur à dire non, mais viens, t'inquiète pas. J'ai fait ça pas très longtemps, mais viens, t'inquiète pas, tu vas être content. Même si t'en utilises que 30%, tu verras l'intérêt. Et en fait, après, la relation, elle est nulle. Et les gens, ils ont des bugs parce qu'au fait, ils tordent complètement ton service, ils en attendent pas du tout ce que tu leur avais prévu, et ça en devient pas du tout agréable. Et moi, aujourd'hui, je respecte le temps que j'ai et je veux avoir des relations super saines avec mes clients. Et donc, du coup, je suis autant exigeant avec eux que eux le sont avec moi. Mais je pense que cette vision, il faut aussi l'avoir en tant que propriétaire, c'est-à-dire être très clair sur ses objectifs. Quand tu es exploitant, il faut que tu sois très clair sur, voilà, je fais appel à vous parce que j'ai tel objectif, j'ai besoin de ça, ça et ça. Comment vous pouvez y répondre? Quels outils vous avez mis en place? Bon, après, il y a besoin de lever les objections, de rassurer. Ça, c'est tout le travail de commerce de la conciergerie. Mais pour partir sur une base saine, il faut avoir aussi des besoins qui soient clairs et explicites. Quelqu'un qui va dire moi j'ai juste besoin qu'on me gère les ménages et ça, et puis qui après 3 mois après va dire mais je comprends pas, vous avez pas augmenté mon taux de réservation. Bah oui, mais bon, en fait, quand on a parlé de vos problématiques, c'était juste gérer les ménages. Donc moi, par rapport aux ressources que j'ai dans mon entreprise, si vous m'aviez dit que vous aviez ça et ça à faire, je vous aurais dit tout de suite, bah non, c'est pas dans nos cordes. Je vous invite à consulter quelqu'un d'autre. Et donc, en tant que propriétaire, moi, si j'avais un conseil, c'est d'être très très clair sur les besoins. D'ailleurs, peu importe le cas, mais quand vous sollicitez une entreprise, soyez toujours très clair sur vos besoins parce que ça évite tout malentendu et au moins vous avez accès à ce dont vous avez besoin. Et c'est très clair et pour tout le monde. Si vous ne dites pas ce dont vous avez besoin, on va pas pouvoir y répondre. En tant qu'entreprise, pas Madame Yerma. Et une base saine, c'est ça. Samy, t'as peut-être un retour aussi là-dessus à faire, toi? Ouais, en fait, ce qu'on n'a pas dit et ce qu'on oublie, on a parlé des conciergeries et qu'ils devaient également du coup se professionnaliser, etc. Mais c'est que également le propriétaire, c'est comme une petite entreprise également. Son appartement, c'est vraiment de l'entrepreneuriat pour moi et on lui a pas expliqué parce que pareil avec tout ce qui est YouTube, formation, etc. On lui a dit la location courte durée c'est l'Eldorado, tu vas faire des 100% d'argent comme jamais, sans lui dire en fait qu'il allait gérer quand même une petite entreprise aussi en fonction du nombre d'appartements qu'il a. On lui dit pas. Et donc du coup lui il se dit moi, je vais donner ça à la conciergerie et je vais retirer un max d'argent. Non, ça se passe pas comme ça en fait. Et donc du coup, je pense que la conciergerie, c'est là où aussi elle a un rôle de lui expliquer, comme tu l'as dit tout à l'heure, de lui expliquer tout comment ça va se passer, ce qui va marcher, ce qui risque de ne pas marcher, les travaux qu'il y a à faire également dans son logement, parce que en fait les propriétaires disent mon logement, moi il suffit largement pour la location courte durée, c'est bon, je le mets comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. C'est ça. Et je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé vendredi dernier, parce que justement je suis allé voir mon père pour l'aider dans sa conciergerie, etc. Et du coup j'assiste à un call avec un propriétaire. Et mon père il me dit, il y a un truc qui me trotte dans la tête depuis 2 jours, j'ai eu un client. Il m'a demandé de prendre son bien en gestion, il a fait passer plusieurs conciergeries. Il demande 1800 €, il a un locataire qui est prêt à le prendre 1400. Moi je regarde les logements à proximité. Après déduction faite de ma commission, du ménage, du linge, et puis de la fluctuation des mois, en fait, je peux lui annoncer que 1300, 1400 sûr. Et donc, en fait, il se dit, mais je peux pas et le mec, il voulait absolument bosser avec lui, etc. Il réfléchit. Il avait motivé sa femme, etc. à faire de la courte durée. Et mon père, au moment, tu vois, il l'a appelé et il lui a dit, non, en fait, moi, je vais être honnête avec vous, je pense que ça sera difficile d'atteindre vos objectifs. Peut-être avec du temps, l'annonce qui va se lancer, les prix qu'on va améliorer, etc. Et peut-être aussi des meilleures décorations, enfin bref, plein de choses.
Mais très honnêtement, en tant qu'entrepreneur, et en tant qu'investisseur, il lui a dit, mais moi, en fait, je serais vous, je prendrais mon locataire à 1400 parce que je pense pas que on fera 1400 euros en frais, tout frais déduits. Et donc, pour autant, le mec, il lui a dit, mais je comprends pas, est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'au fait, j'ai contacté 3 autres de vos concurrents et tous, ils me disent, oui, monsieur, on va réussir à faire 1800 euros, si vous voulez, demain, etc., on va le mettre en place. Et le fait, en prenant ce temps-là, en lui expliquant, en fait, non, et du coup, le non, c'est important en entrepreneuriat, c'est autant important que le oui, en leur disant non, en fait, avec sa femme, ils étaient rassurés. Ils ont pris le locataire en longue durée, et derrière, ils lui ont envoyé un message. Merci Yann, du coup, mon père s'appelle Yann. Merci Yann pour votre franchise. C'est appréciable, d'avoir des gens qui s'intéressent d'abord à notre intérêt plutôt qu'au leur. Et donc, la prochaine fois qu'on aura un logement à mettre en location, on vous confiera parce qu'on peut avoir confiance en vous. Et en fait, ça a trop de valeur. Et donc, voilà, je voulais cette anecdote parce qu'en fait, elle est marquante, elle a marché, et je pense que c'est important de le dire. Voilà. Ouais, mais c'est très clair. Et puis quand on part sur un partenariat gagnant-gagnant, là typiquement la conciergerie, elle est que gagnante. Celle qui va dire oui, nous on prend. Elle va faire 20% de commission sur 1200 euros, va aller chercher ses 250 euros, voilà, elle va être contente. Elle aura gagné toujours plus que si elle avait pas travaillé avec. Par contre, le côté gagnant du propriétaire, il y est pas. Et comment on peut assurer une bonne entente, un bon partenariat, et derrière comment ça ne peut pas nuire à l'image globale de la vision de la conciergerie au niveau global. C'est comme ça qu'il y a des métiers qui ont perdu qui ont été discrédités, qui ont perdu tout crédit auprès de leur clientèle parce que prendre des garagistes, les plombiers qu'il y en a qui s'amusent, ou les serruriers en région parisienne à faire des tarifs complètement délirants parce que de toute façon vaut mieux vendre une seule fois que de vendre 10 fois un service au tarif le plus juste. Donc c'est ça qui est aussi la conciergerie, c'est un partenariat de long terme avec un accompagnement. Donc il y a aussi toute entreprise qui accompagne, c'est un côté conseil, hein, donc il faut pas négliger ça. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Quentin, t'as parlé de passe-passe à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette solution, nous dire si les gens peuvent la tester, qu'est-ce qu'ils peuvent voir? Yes, forcément, passe-passe aujourd'hui, c'est notre laboratoire de recherche. En fait, notre travail, c'est d'imaginer la location de courte durée de demain et de donner des outils à des conciergeries pour que, toute seule, sans avoir recruté quelqu'un, elle puisse gérer jusque 100 logements. On a eu le cas, justement, on a réussi notre objectif parce qu'on a eu un client qui a géré 100 logements en étant tout seul, avec bien évidemment une myriade de prestataires à qui il a délégué le ménage, le bricolage et puis peut-être l'entretien du stock. Mais en tout cas, c'est possible de le faire aujourd'hui avec nos outils. Et nous, en fait, c'est notre plaisir de geek d'essayer de trouver cette solution un peu à l'industrialisation de la location de courte durée, parce qu'on est passionné par ces histoires de McDonald's qui a réussi à industrialiser le fait de faire de la restauration. Et donc, aujourd'hui, passe-passe, c'est quoi? En fait, c'est un écosystème d'applications où chaque acteur de la location de courte durée a son application et donc a ses notifications, ses informations et donc peut mieux s'organiser et être autonome dans son travail. Je vous donne un exemple. L'idée, c'est que dès que le voyageur réserve son logement, il puisse tout de suite avoir les accès à ses informations par rapport à son séjour et savoir petit à petit avoir des rappels pour découvrir le logement, préparer son séjour, arriver de façon autonome dans le logement, profiter de la ville et partir dans de bonnes conditions sans avoir eu de relation ou de discussion avec l'hôte. De même pour les aides ménagères, l'idée c'est que l'aide ménagère soit prévenue dès qu'il y a une nouvelle réservation par rapport aux missions qu'elle sera amenée à faire après le séjour, qu'elle puisse avoir un petit rappel le matin des missions qu'elle a effectuées, d'être capable de préparer elle-même son sac de linge par rapport au nombre de voyageurs, au nombre de lits à préparer, de savoir quand est-ce que le voyageur part, quand rentrer dans le logement, jusque quand le voyageur, à quelle heure les prochains voyageurs arrivent. Et en fait, l'idée c'était de mettre en relation en fait tous ces acteurs-là et de créer une plateforme où les gens collaborent aussi bien que ton iPhone collabore avec ton Mac ou avec ton Apple Watch. Et c'était ça l'idée de base. Et aujourd'hui, on en est capable. Et c'est comme ça qu'on arrive à justifier les 9 heures
de productivité en plus par mois par logement que PassePass arrive à proposer. Et c'est comme ça qu'on arrive à proposer et promettre à des conciergeries de non pas gérer 15 logements en galérant, mais arriver à en gérer 60 sans galérer. Voilà. Et tout ça, en fait, ça redéfinit, ça rebat complètement les cartes des conciergeries. Et aujourd'hui, les conciergeries qui utilisent PassePass ont un avantage compétitif durable sur leurs confrères qui ne prennent pas le temps, parce qu'en fait, c'est tout ça, c'est une question de temps, qui ne prennent pas le temps de se reposer, de comprendre comment le marché a évolué, les technologies qui ont été mises en place, et donc de savoir les embrasser comme ils ont pu justement embrasser les technologies qui étaient là à l'époque lorsqu'ils ont lancé leur activité. Donc voilà, PassePass, c'est un outil pour les pros. On travaille qu'avec des pros parce qu'en fait, on ne veut pas diluer notre temps et notre attention avec des particuliers. Et nous, ce qu'on veut, c'est de vous accompagner, conciergerie, à proposer la meilleure expérience aux aides-ménagères, aux voyageurs, aux propriétaires et vous aider à gérer plus de logements. Parce que comme je l'ai dit au départ, plus vous avez de logements à gérer, plus on gagne d'argent et plus votre boîte perdure dans le temps et vous la fermez pas pour des raisons administratives, et ben plus on va aussi durer dans le temps. Donc voilà, tout simplement, on essaye de faire quelque chose de long terme. On construit étape par étape, brique par brique, une solution qui aujourd'hui nous semble, et de l'avis aussi de nos utilisateurs, la plus complète pour gérer sa conciergerie. Pardon, vas-y Samy. Comme tu l'as dit également aussi, c'est PassePass, c'est tout un process que tu as mis en place à travers du coup les applications et l'écosystème. Je pense que du coup tu les ramènes du coup vers une manière de faire qui leur permet de se professionnaliser encore plus et du coup gérer plus de logements sans difficulté. C'est un peu ça en fait. Bah, bien sûr. En fait, je vous l'ai dit, mais naturellement, et j'ai pas essayé d'inclure en fait des histoires fausses dans mon discours. La réalité, c'est que je suis 16 jours sur 7 sur le terrain. Je vis avec une conciergerie. Mes bureaux sont celles avec sont communs avec celles de ma première conciergerie, mon premier client. J'ai amené mon père à créer une conciergerie. Aujourd'hui, il gère plus de 100 logements et c'est le seul salarié de sa boîte en fait. Et tout ça, en fait, j'ai amené mon premier client à passer de 3 à 300 logements aujourd'hui. Et en fait, tout ça, c'est du vrai et c'est quelque chose qu'on a construit ensemble parce qu'au fait, vu que j'ai 24 ans et que j'en avais 19, 20 quand j'ai lancé la boîte, je n'ai pas eu l'ego, je n'ai pas eu cet abus d'expérience de me dire que je savais mieux que les autres ce qu'il fallait faire. Donc j'ai juste pris le temps, tendu une oreille, et essayé de comprendre au fait le quotidien du voyageur, de l'aide ménagère, du propriétaire et leurs problèmes. Et en fait, j'ai juste essayé de mettre en place des solutions simples, intelligibles, qui puissent être utilisées de tous et qui vont réellement leur régler des problèmes. Voilà. Et super. Pour moi, PassePass, c'est c'est un peu la vision de je prends un outil pour toujours gagner plus d'argent, comme par exemple un channel manager, parce qu'au fait apparemment c'est essentiel et il faut absolument un channel manager pour réussir, etc. Ou je prends un outil pour me structurer et du coup gagner de l'argent non pas par l'augmentation des prix à l'unité, mais par la multiplication des biens que je vais être en capacité de gérer. Voilà. Donc on a fait pendant très longtemps une lutte contre le fait que le channel manager était le seul outil indispensable de la location courte durée. Aujourd'hui, PassePass va même en devenir un, mais c'est juste the cherry on the cake. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à louer correctement tes logements et avoir des prix convenables que sur Airbnb, on te propose l'option de louer sur plusieurs plateformes en interne sur PassePass sans que ça te coûte plus cher. Voilà. Top. Ok. C'est top. Moi, j'aime bien ta vision d'un côté, pour augmenter sa rentabilité, bien sûr, tu augmentes le nombre de logements, mais la rentabilité, c'est le croisement entre ce qu'on gagne et ce que ça nous coûte. Si on fait baisser ce que ça nous coûte, c'est aussi intéressant. Et il y a plein d'éléments, notamment en conciergerie. Comme je l'ai dit, c'est un métier de gestion humaine. Et c'est un métier quand on gère, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Mal gérer de l'humain, ça peut aller très vite et ça peut coûter très cher et ça peut nuire à toute rentabilité, alors qu'il y a des solutions simples. C'est des dérapages. Souvent, la gestion humaine, c'est des dérapages. Dans mon expérience professionnelle, j'ai été amené à gérer dans une autre vie pas mal de personnes. Je faisais des enquêtes terrain dans les transports en commun. Je gérais jusqu'à 100 personnes en simultané sur une journée. Quand chaque personne perd 5 minutes, ça fait 500 minutes perdues. En fait, c'est limite une personne en plus qu'il faut recruter pour ces 500 minutes qui ont été perdues, voire deux.
Donc c'est l'air de rien, c'est toujours le truc de je fais ma tarte à la maison ou j'en fais 100. Bah si vous mettez une pomme de trop dans votre tarte, bah c'est pas très grave, mais si vous avez 100 tartes à faire, bah vous mettez 100 pommes de plus et c'est beaucoup plus de logistique, c'est beaucoup plus de pelage de pommes, bref, il y a beaucoup plus de petits trucs. Donc un détail, c'est rien quand il y a qu'un seul logement, mais quand vous passez sur de la masse, quand vous industrialisez, bah, le détail, ça devient un grain de sable et ça vient tout perturber. On a moyen, les gens qui nous écoutent ont moyen de tester ta solution, d'en savoir plus, comment ça se passe du coup pour se contacter? Bah, il me semble qu'on va faire une petite démo de passe-passe dans votre club privé. Donc, j'invite toutes les personnes étant dans le podcast de rejoindre ce club privé qui, mine de rien, va vous réunir toutes les solutions sur le marché et plein de petits conseils d'entrepreneurs. Donc, l'idée, c'est de poursuivre un peu tout ce qu'on a amené dans ce podcast. Et donc, vous pourrez découvrir passe-passe et accéder justement à notre logiciel via le lien qui sera partagé. Mais d'abord, essayez de comprendre ce qu'on a essayé de mettre en place avec la petite démo qu'on vous partagera. Et après, essayez de mettre en place chez vous. Bon, écoute, Quentin, je crois que tu es le meilleur vendeur de notre espace privé. Pour le coup, venez adhérer à l'espace privé, venez découvrir cette vidéo si vous voulez découvrir passe-passe en détail. L'abonnement, il est tout à fait raisonnable. On avait dit, Samy, quelle comparaison on avait fait? Pas plus cher qu'un paquet de rouleaux de papier toilette. Voilà. Ça peut sembler un gros paquet. Un gros paquet. On avait dit ça peut sembler bizarre, mais si vous en mettez pas dans votre logement, votre voyageur, il va avoir des problèmes. Donc nous, on part du principe que si vous n'avez pas écouté l'espace privé, c'est comme le papier toilette. Ça peut paraître dérisoire, mais si vous l'écoutez pas, il va vous manquer un truc. On aime bien se marrer dans le triplex. J'espère que vous avez aimé l'analogie. En tout cas, nous, on a bien apprécié, Quentin, cet épisode. C'est vrai que l'aspect conciergerie, tout le monde s'y intéresse pas. Nous, ce qu'on voulait, c'était faire un épisode qui touche aussi les propriétaires pour se dire, ok, mais moi, je suis dans, je fais peut-être pas appel à une conciergerie. Je veux tout faire moi-même. Mais finalement, quand on est propriétaire et qu'on veut tout faire soi-même et qu'on grossit, on va se retrouver avec les mêmes problématiques. Alors, dans une moins grande échelle, je vous souhaite à tous ceux qui font de l'investissement d'avoir 100 logements. Alors là, vous pourrez parler d'être rentier. Je vous le souhaite, mais quelque part, vous allez retrouver ces problématiques d'industrialisation, de process, et je pense que ça arrive, Samy, assez tôt quand on fait tout soi-même. Et donc, j'espère que cet épisode vous aura aussi donné des clés en tant qu'exploitant et que en tant que conciergerie, vous aurez appris plein de choses. C'est vrai qu'on a dressé un bilan qui pouvait être un petit peu négatif, un petit peu noir. Nous, on a beaucoup, d'attentes, une vision de 2025 qui va être très sympa. Nous, on pense que le secteur de la location courte durée, c'est un secteur qui est très jeune. Si on prend l'hôtellerie, on a des dizaines, voire des centaines d'années d'expérience de marché derrière. La location courte durée, finalement, c'est relativement récent et le marché se tend. Et c'est là que la professionnalisation va être importante. Et nous, en tant que podcast, en tant qu'espace privé, bref, en tant que le triplex, notre objectif, notre mission, c'est de participer à cette professionnalisation en vous apportant un maximum d'éléments. Et pour avoir un maximum d'éléments, faut être en capacité aussi de comprendre tous les acteurs de son marché et ça, de boire un peu tout ce qu'on peut. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous écrire, que ce soit sur Instagram ou en allant directement sur le site le-triplex.com. Comme l'a dit Samy, pensez à nous mettre une évaluation sur Spotify, Apple Podcast. C'est hyper important pour le référencement du podcast. Ça nous fait remonter. Et puis grâce à ces remontées d'algorithmes, vous êtes toujours plus à profiter du podcast, du contenu qu'on met à disposition. Et plus on est visible, et plus on peut avoir des intervenants de qualité qui pourront vous apporter toujours de conseils à encore plus forte valeur ajoutée. Donc merci à tous. Je vous dis à tout de suite dans l'espace privé pour la démonstration de passe-passe. Et puis sinon à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Bye bye. Salut.